Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les années 1941 à 1961, mise à jour du phénomène Rabelados. On ne peut comprendre les actions humaines hors de leur système de valeurs et de croyances. Max Weber. Les faits. Novembre 1941. Archipel du Cap-Vert, à 500 km au large du Sénégal en plein océan Atlantique. Sous la dictature fasciste de Salazar, 5 pères missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit et le nouvel évêque du diocèse débarquent à Santiago, l'une des 9 îles habitées de cette colonie portugaise. Chargés d'imprimer un renouveau à l'Église catholique, ils vont introduire plus de rigueur dans l'apostolat et les sacrements. Certaines coutumes et rites religieux enracinés dans la tradition populaire avec l'appui des anciens prêtres sont interdits. Ceux que l'on va dénommer Rabelados ou rebelles refusent les nouveaux prêtres en soutane blanche. En 1959, le père J.E. Moniz craint une propagation du mouvement au sein de la population et sollicite l'aide de l'administrateur du conseil de Tarrafal où se situe l'affaire, en mentionnant le nom des individus les plus influents. Ce dernier alerte les autorités coloniales. En 1961, la situation s'aggrave. Le recensement de la population et la démarcation des propriétés rustiques décidées par le gouvernement central en 1955 sont réalisés conjointement, sans ménagement des habitants. L'année suivante, ont lieu des campagnes de lutte contre la malaria et la pulvérisation de DDT à l'intérieur des maisons, sans aucune explication ni justification. Parallèlement, des équipes sanitaires effectuent des prises de sang pour détecter les populations contaminées et les vaccinent contre le BCG. Ce qui au départ ne constitue qu'une protestation religieuse spontanée, va revêtir une dimension politique. Depuis 1936 en effet, le mouvement littéraire Claridoso traduit l'éveil d'une culture nationale capverdienne, tandis qu'avec la génération d'Amilcar Cabral, les luttes armées pour l'indépendance ont commencé dans les autres colonies d'Afrique lusophone, notamment en Angola, au Mozambique et en Guinée. Pour les autorités coloniales, il est clair que sous le couvert de groupes religieux, les communistes préparent la libération nationale. En vérité, le phénomène des Rabelados relève d'un mouvement de résistance sociale et culturelle beaucoup plus ancien, donnant lieu encore aujourd'hui à un syncrétisme religieux unique au Cap-Vert. Décryptage. Une conjoncture politique assimilée à celle du Portugal. Selon le géographe et écologiste José Maria Semedo, l'histoire du Cap-Vert jusqu'à son indépendance le 5 juillet 1975 doit s'appréhender comme la réplique élargie de la situation au Portugal. Pour l'époque des faits, il faut revenir à une première flambée de libéralisme liée à la philosophie des Lumières et au ferment de la Révolution française. En 1834, ce mouvement a conduit à des persécutions contre les moines, frères et prêtres, ainsi qu'à la suppression des ordres religieux dans la métropole portugaise. En 1901, une nouvelle poussée anticléricale de la part des libéraux et des francs-maçons renverse le régime monarchique exténué et fait triompher la République en octobre 1910. Aussitôt, le nouveau gouvernement s'identifie à la lutte contre l'Église et rompt ses relations avec le Vatican. Tous les couvents, monastères et collèges gérés par des religieux sont fermés et nationalisés. Les registres de l'Église sont confisqués et confiés aux mairies. Les évêques sont chassés, les prêtres bannis et les églises pillées. Faisant suite aux lois françaises de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État est promulguée en avril 1911. Le texte instaure la liberté de tous les cultes, confisque les biens de l'Église et établit la tutelle de l'État laïque sur le clergé. L'enseignement religieux est supprimé dans les écoles. L'enregistrement civil devient obligatoire et le divorce est autorisé. Cependant, l'anticléricalisme de la législation républicaine, qui ne s'accompagne d'aucune réforme sociale, se retourne contre la République. Dès 1922, le ministre des Finances Antonio de Oliveira Salazar, pourtant franc-maçon, exploite cette situation pour accéder au pouvoir. Président du Conseil de 1932 à 1968, il va diriger un régime autoritaire, conservateur et nationaliste, fondé sur la doctrine d'un État fort et qui va se prolonger jusqu'à la Révolution des œillets du 25 avril 1974. Créé en mars 1933,
l'Estado Novo favorise surtout le catholicisme et prône l'anticommunisme. Parmi les mécanismes de répression, la police politique voit ses attributions élargies. En 1945, elle devient la Police internationale et de défense de l'État, PIDE. Formée par la Gestapo puis par la CIA, elle est chargée de chasser les opposants au régime, employant les formes les plus raffinées de la torture. À Santiago, le camp de Tarrafal constitue un symbole de la persécution. C'est dans cette île du Cap-Vert que sont incarcérés des prisonniers politiques portugais, puis sous l'autorité de l'administration locale, des détenus de droit commun capverdiens à partir de 1956. Pour sa part, l'acte colonial de 1930 incorporé à la Constitution de 1933, codifie et centralise l'administration des provinces d'outre-mer en introduisant des principes ultranationalistes. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Pour le nouveau régime qui choisit de rester neutre, donc isolé, il s'avère urgent de remobiliser les énergies au sein d'une nation unie. En pratique, l'accès direct aux colonies est bloqué. Tout contact avec l'extérieur est soumis au contrôle de la métropole, par l'intermédiaire d'un gouverneur général placé au sommet de la hiérarchie administrative. Quant au rapprochement de Salazar avec le Saint-Siège, Pie XII, il se traduit par le Concordat du 7 mai 1940 et l'accord missionnaire signé à cette occasion. Désormais, l'État subventionne l'action missionnaire et obtient en retour que tous les évêques désignés par le pape soient de citoyenneté portugaise, à l'instar des directeurs de séminaires et prêtres. L'introduction d'ecclésiastiques étrangers est permise mais soumise à la hiérarchie portugaise. Après la crise mondiale des années 1920 et à l'ère des grands dictateurs, on voit bien que Salazar a instrumentalisé la religion pour étendre son pouvoir absolu dans les colonies. Quant à l'Église, elle a fait corps avec le nouveau régime et soutenu en bloc sa politique coloniale. Du moins jusqu'au début des années 1970. Loin de se mobiliser pour le respect des droits de l'homme, elle a songé avant tout à maintenir sa présence face à la concurrence puissante des églises protestantes qui débarquent au Cap-Vert à partir du début du XXe siècle. Les résonances dans l'archipel. Si ces changements concernent surtout l'élite capverdienne, il en va autrement de la religion. Dès le XIXe siècle, plus aucun missionnaire n'est envoyé dans les colonies. Créé en 1866, le séminaire-lycée de São Nicolau va permettre de former une génération de fonctionnaires capverdiens et une cinquantaine de prêtres natifs du pays. Mais en dépit de son statut ambigu mi-civil, mi-religieux, il doit fermer ses portes en juin 1917 faute de financement. De plus, l'installation de la résidence épiscopale dans cette île du nord de l'archipel de 1778 à 1866, ainsi que celle du diocèse jusqu'en 1942, a privé la population de Santiago de l'autorité de l'évêque. Le déclin de la foi va durer près de 30 ans. Déjà totalement désorganisée depuis 150 ans, l'Église est réduite au silence. À l'arrivée des pères spiritains en 1941, le diocèse de Santiago est en ruine. Selon un rapport de la Congrégation du Saint-Esprit du 10 mai 1943, l'archipel comprend 30 paroisses, dont 18 sont dépourvues de prêtres. Parmi les 10 prêtres séculiers présents, 6 sont de 63 à 74 ans et 7 sont malades. Quant à l'île de Santiago proprement dite, elle compte 11 paroisses pour 77 192 habitants et un seul prêtre séculier de 66 ans. Pour comprendre la tristesse du missionnaire, il faut avoir vécu parmi ces populations du Cap-Vert qui, avec un fond religieux, croupissent dans l'ignorance des simples vérités religieuses, écrit l'évêque de Faustino Moreira le 13 mai 1943, en sollicitant du renfort en personnel au supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit en France. Dans un rapport enregistré le 28 octobre 1961, le père spiritain J.P. de Oliveira constate pour sa part que la population du district comprend des blancs, des métis et une prédominance de la race noire, qu'à vrai dire il n'y a pas de païens dans le pays, mais une foule de gens qui vivent comme des païens. Proches du peuple et parlant le créole, les prêtres natifs en soutane noire ou padre d'Itera, se sont accent aigu approprié leurs traditions et vivent en déviation morale. Souvent mal payés, ils s'adonnent au commerce. Passablement laxistes surtout dans le milieu rural, ils possèdent plusieurs femmes ou maîtresses, des enfants, et tolèrent le culte des ancêtres et les liturgies parallèles comme les ladaïnias.
Je n'ai jamais vu une terre où les curés fassent autant d'enfants, écrit Luis Romano dans Famintos. Presque tous les gens d'ici ont du sang de prêtre et personne ne crie au scandale. C'est le panorama que les rabelados plus âgés ont toujours eu sous les yeux, note le sociologue Julio Montero dans son étude réalisée en 1962. Pour faire face à la pénurie, les prêtres sont aidés par des catéchistes laïcs souvent ignorants, dont la formation va constituer le travail le plus difficile des pères spiritains, ainsi que des missionnaires salésiens et capucins venus les aider à partir de 1943 et 1947. La rareté des communications qui constitue l'un des problèmes structurels les plus graves de l'archipel, complique encore leur tâche. Elle va concourir à la confusion des faits associés au phénomène rabelados. Ainsi en zone urbaine, le nouveau catéchisme est immédiatement intégré. En revanche dans les milieux ruraux, l'administration coloniale et le gouverneur général ne prennent conscience du choc de 1941 qu'à l'occasion des campagnes d'éradication du paludisme en 1961. En fait, l'Église a utilisé l'administration pour tenter de dompter ceux qu'elle a qualifiés d'incroyants. La population elle-même découvre leur existence au moment des dénonciations et des conflits avec l'administration, et va les toiser comme des ignorants. Par ailleurs, le B se prononce en V en portugais, les autorités de Santiago parlent de rebelles, alors que les rabelados se disent révélés au sens de fondamentalisme religieux qui perdure encore aujourd'hui. Pour l'historien et recteur de l'Université du Cap-Vert, Antonio Correia e Silva, cette situation équivoque va contribuer paradoxalement à renforcer une identité cachée chez les gens vulnérables et à stigmatiser les rabelados. Tout comme en son temps, l'Inquisition a créé les Juifs en les faisant se déterminer encore davantage. Une révolte a priori religieuse. Avant de s'éteindre le 10 avril 1940, le padre Joaquim Furtado, dernier prêtre de terre, a semble-t-il, laissé la consigne de ne pas accepter les nouveaux prêtres vêtus comme des agneaux, en réalité des faux prophètes avec des chaînes du diable, chapelets en plastique noir, prétendant changer l'esprit du peuple. Dans son étude, Julio Montero rapporte que certains rabelados lors de leur arrestation ont cité des passages de la Bible relatifs à l'arrivée de faux prophètes à l'approche de la fin du monde, Jérémias 23.16, Matthéus 24.23 et 23.24, Marcos 13,22, Actos 20.29, Lucas 6.26 et Joao 4.1. Par ailleurs, seules 83 licences autorisant les fêtes populaires sont concédées au cours des années 1950 à 60 dans les conseils de Santa Catarina et de Tarrafal, alors que la population ne dispose d'aucun autre divertissement dans ces zones reculées de l'île. Autant de restrictions attribuées à l'action conjointe des missionnaires et des autorités civiles. Avant 1941, toute la population, y compris les rabelados, va à la messe, explique Checho, Moïse Lopez Pereira, l'actuel chef spirituel de la communauté. Mais les changements apportés par les nouveaux prêtres violent la vraie Église catholique apostolique romaine. La recherche d'une ouverture au monde moderne a effectivement conduit l'Église à modifier le rapport entre la liturgie et la pastorale. Prémisse du Concile œcuménique Vatican II, 1962, la messe est célébrée dans la langue vernaculaire, donc en portugais, et peut se dérouler hors des lieux sacrés. Le prêtre officie face aux fidèles et non plus tourné vers l'autel. Il s'habille presque en civil et respecte le célibat. L'union libre et le divorce sont bannis, ce qui signifie que les prêtres ne baptisent plus les enfants adultérins. Les ladaïnias sont condamnés pour leurs actes profanes, le Fazer Christao est interdit, le nombre de jours saints est réduit, les confessions et célébrations sont déclarées payantes. Dans la philosophie des rabelados, un prêtre est né pour accomplir sa mission, poursuit Checho. Il a le don de percevoir l'âme et s'habille en noir pour le deuil de Jésus. Comme lui, il va partout avec son âne pour aider les pauvres. Alors que les nouveaux prêtres se déplacent en moto, un moyen trop noble pour des employés du Christ. Si les rabelados ont refusé les prélèvements diaboliques, c'est parce que seul Dieu peut reprendre le sang donné à l'homme. Et si le pipi du diable, produit de désinfection, est destiné à tuer les insectes, il constitue également un venin contre des créatures de Dieu. Dans les années 1960, on a vu que la situation va prendre une tournure politique. D'habitude, c'est l'administrateur du conseil qui communique les ordres du gouvernement. Cette fois,
Les pères missionnaires sont les premiers à notifier à la population les activités sanitaires de la mission de combat contre les endémies. Donc ils sont à l'origine de la désinfection des maisons. L'amalgame entre la mission et les missionnaires transforme l'objectif de la démarche en co-signature d'un pacte avec Satan. En outre, on n'a jamais vu un médecin se déplacer à l'intérieur de l'île pour collecter du sang en compagnie de l'administrateur du conseil et d'un prêtre, si ce n'est pour livrer des âmes aux démons. De la même façon, la démarcation des murs des propriétés, en réalité une opération de reconnaissance géographique avant de procéder à leur désinfection, est interprétée comme un signal pour désigner les élus. Au dernier moment de l'humanité, le peuple choisi a droit à 1000 ans de vie supplémentaire, rappelle Tchétcho. La nécessaire rupture sociale. De nature civile pour une majorité de la population, ces circonstances conduisent la police coloniale à intervenir à son tour. Pour provoquer les rabellados, la PIDE encercle leurs maisons, démolit les portes et menace de les expulser de la terre où ils vivent misérablement avec leurs familles, tout comme leurs ancêtres. Nouveau péché contre Dieu, le seul vrai propriétaire de la terre. Pour les incroyants cependant, l'ennemi reste le même, à l'instar de son objectif, les obliger à perdre leur âme. À l'époque des faits, aucune séparation n'existe entre l'administration centrale et l'Église. Autrement dit, tout ce qui s'oppose à la doctrine chrétienne officielle est considéré comme illégal. C'est dans cet esprit que les leaders sont interpellés. Agnolo Milo Lete, ancien secrétaire administratif du conseil de Tarrafal, se souvient. Tout a été dicté par l'Église et dirigé par le Portugal, nous n'avions qu'à appliquer les ordres. L'interrogatoire a lieu dans la propre résidence des pères missionnaires. Dans l'esprit des rabellados, s'enracine la conviction qu'ils sont bel et bien pourchassés pour leurs croyances religieuses. 47 d'entre eux sont conduits au camp de Tarrafal puis à Praia. Une fois ligotés, les prisonniers reçoivent des électrochocs pendant que l'eau coule sur leur tête. Ceux qui résistent au traitement sont soumis au supplice de la statue, c'est-à-dire enfermés dans un cachot, contraints à rester debout durant des jours et des nuits, régulièrement frappés et affamés jusqu'à ce qu'ils avouent n'importe quoi. Mais ils ne vont jamais céder. Soucieux d'apporter un éclairage sur les méthodes de l'Église vis-à-vis des incroyants, Julio Montero rapporte dans son étude que le R.E. P. Ferreira Campos et le Padre J.E. Moniz ont suggéré d'expatrier les rabellados les plus actifs dans les plantations de Sao Tomé, afin de démanteler la résistance du groupe et de les maintenir séparés de leurs familles. En fait, ces derniers sont déportés dans les îles de Fogo, Brava et Mayo, où ils vont vivre de la charité publique, sans tenter de s'intégrer dans la société ni reconstituer une communauté. De son côté, l'administrateur du conseil de Praia a adopté le point de vue des pères missionnaires sans jamais avoir été en contact avec les populations rurales de Santiago. Il a même déclaré que les rabellados constituent un noyau de rebelles, avec des propos séparatistes d'inspiration communiste. En 1962, nous avions des chèvres, des vaches, des ânes, des porcs, des poules et des greniers remplis de maïs, de haricots et de pois, raconte une rabellada dans le film d'Ana Rocha. Nous avons dû tout abandonner sans avoir le temps de sauver quoi que ce soit. De cette menace commune va naître une conscience de groupe mieux à même de résister. Désormais, les rabellados vont vivre en marge de la société et trouver refuge dans les montagnes. Obligés de se cacher aussi de la police, ils rejettent tout ce qui se rapporte à l'État, décrétant n'avoir besoin d'aucune formalité pour vivre ni pour mourir. Puisqu'ils sont des enfants de Dieu, ils ne jugent plus nécessaire de s'enregistrer civilement. Ils refusent d'aller à l'église et à l'hôpital, de divulguer leur nom, d'envoyer les enfants à l'école, et d'utiliser des produits importés ou non naturels pour ne pas nuire à leur âme ni à leur santé. Lors des persécutions de 1960, l'Église ne nous a pas considérés comme des frères et nous a injuriés, déplore Tchétcho. Elle a commis l'erreur de confisquer les livres des anciens prêtres et de brûler des Bibles de plus de 300 ans. Mais nous avons réussi à en conserver quelques-uns en les enfouissant dans la terre. Un problème pastoral non résolu. Le choc entre les prêtres missionnaires et la population ne surprend pas le Padre João A.M. Martins, chancelier de l'Église pour l'Afrique. Le pouvoir religieux, en latin et en créole,
des prêtres capverdiens remontent à l'époque du séminaire-lycée de São Nicolau créé par les franciscains. Alors que les nouveaux prêtres portugais et suisses ont été formés dans leur pays. La manière de s'habiller, choc chromatique, de prêcher et d'organiser les paroisses, la langue, la culture et la mentalité s'avèrent forcément différentes. Surtout qu'aucune explication ni considération de la réalité locale n'ont accompagné le changement. Si les rabelados n'ont pas compris le caractère sanitaire de la campagne antiparasitaire des maisons, ni le contrôle des ménages pour l'enregistrement civil des enfants et leur scolarisation, ils ont dû attendre en vain une médiation plus humaine de la part des prêtres, suppose le padre João. Et le sentiment d'être persécutés par l'Église en accord avec l'administration coloniale les a poussés à abandonner leur maison et à rechercher l'aide de Dieu à travers la Bible. Pestant contre la mauvaise évangélisation initiale, le padre Resange de São Felipe, île de Fogo, affirme que les prêtres n'ont eu aucune intention de leur porter préjudice. Mais il avoue que l'Église aurait pu résoudre le problème, et qu'en choisissant de se taire, elle s'est rangée du côté de l'administration. Pour sa part, le padre Ima de l'île de Sal met l'accent sur un autre facteur religieux d'incompréhension. L'Église vient de recommander aux prêtres basés en Afrique de porter une soutane de couleur blanche à cause du soleil et de la chaleur. Autant de phénomènes extérieurs que les rabelados sont rapprochés des textes bibliques, résume-t-il. Dans ces zones rurales, il ne faut pas oublier le niveau très bas de scolarisation. Indépendamment de l'aspect religieux, l'Église a toujours joué un rôle important dans l'éducation. Mais vu le manque de prêtres et d'écoles, seuls 22% de la population ont accès aux études. D'après le recensement général de 1950, le taux d'analphabétisation atteint 81%, 88,1% et 89,2% dans les 3 conseils de Santiago, respectivement Praia, Santa Catarina et Tarrafal. Culturellement, les rabelados comme beaucoup d'autres n'ont donc pas eu la capacité d'interpréter tous ces événements. L'orthodoxie et la vérité de la foi sont bien là, assure le padre João. Il ne s'agit pas d'une question doctrinale, mais d'un problème pastoral non résolu. Cela signifiait aussi qu'à l'arrivée des nouveaux prêtres, certains catéchistes presque illettrés ont été amenés à se rebeller face à une nouvelle forme d'enseignement et à devenir les principaux chefs des rabelados. C'est le point de départ visible du mouvement, pas ses racines. Chapitre 2. Les années 1456 à 1940. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.